Les individus n'aiment plus tellement que le bureau vienne envahir leur vie privée. Il y a cette volonté d'équilibre, vie privée, vie pro. Donc de ce côté-là, il y a une sorte de frontière qui Mmh. s'est instaurée avec le droit à la déconnexion. Ouais. Moi, je suis plutôt, partisan des comment dirais-je? Des hubs multisecteurs, multiservices, parce que c'est encore plus riche, puisque ça vous permet de complètement vous évader. Bienvenue à tous, vous êtes sur À bout de taf, le média qui analyse et décortique les mutations du travail en cours. Vous êtes sur le cycle décideur en compagnie d'experts et de dirigeants qui façonnent le monde du travail d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous invite à une conversation qui va s'intéresser aux mutations d'espace, de liens sociaux, de performances qui se sont opérées après et peut-être même pendant le Covid. Aujourd'hui, je reçois Denis Penel et Édouard Cambier. Bienvenue à messieurs. Bonjour. Eh bien, je suis donc Denis Penel. Moi, j'aime me présenter comme un éclaireur des transformations du travail et avec une vision qui est de redonner au travail son pouvoir de relier et d'épanouir. Aujourd'hui, la situation de travail est souvent vécue comme une contrainte, voire une situation difficile mentalement. Il y a énormément de burn-out aujourd'hui, d'épuisement professionnel. Et je pense que c'est essentiel, voilà, de redonner son rôle central au travail, parce que c'est un facteur de lien, c'est un facteur de réalisation de soi. Malheureusement, les conditions ne sont pas là aujourd'hui. Donc voilà. Merci beaucoup Denis pour cette présentation. À vous Édouard, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui sur le travail? Moi, je suis un entrepreneur de terrain. Je n'ai pas une aussi belle bio que notre ami, Denis, mais disons qu'à travers les 9 sociétés que j'ai eu la chance de lancer, petites, moyennes ou plus grandes, j'ai quand même découvert l'écosystème belge et bruxellois en particulier. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une association qui regroupe 500 espaces de travail. Et dans ces 500 espaces de travail, on a 23 000 talents, et souvent, des groupes sociaux 1, 2 et 3, hein, en fonction des études Nielsen, et multilingues. Donc on a vraiment un vivier de talents, avec lequel on peut créer plein de start-up, de scale-up et de grosses sociétés. Ces derniers mois ont Mmh. vu la mutation, on va dire du télétravail, comme une vague qui repart. Est-ce que vous l'avez observé aussi en Belgique et comment ça s'est fait? Parce que dans certaines entreprises multinationales ou locales en France, ça s'est fait soit d'un coup brusque ou bien plutôt avec une négociation. Qu'est-ce que vous avez observé et qu'est-ce que aujourd'hui vous en tirez comme conclusion? Alors d'abord, je pense qu'il est important de rappeler que le télétravail ne touche pas tous les Bien collaborateurs, sûr. toute la population active. En gros, il y a des études qui montrent que en France comme en Belgique, seulement 40% de la population active peut télétravailler. Peu, c'est même pas dire qu'ils le font. En gros, il y a un cas, il y a 25% des Exactement. Français ou des Belges qui télétravaillent. Donc, faut pas oublier qu'il nous reste 75% qui, eux, ne sont pas Concerné. malheureusement concernés par ce sujet et que c'est en fait un thème, un sujet de minorité. Alors, ce qu'on constate effectivement, c'est un appel de retour au bureau. Et pour moi, et on va sans doute en parler aujourd'hui, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que je pense que le télétravail a cassé du lien dans l'entreprise, a cassé du collectif. Et il est important aujourd'hui de recréer du collectif dans ce monde du travail. Donc, on observe effectivement que les entreprises souhaitent ramener les collaborateurs au bureau, mais il va y avoir des conditions pour cela si on veut que ça réussisse et on pourra aussi le développer. Mais moi, je dis toujours que si on veut faire revenir les collaborateurs au bureau, il faut que le bureau soit plus beau qu'à la maison, donc qu'il y ait une incentive pour les faire revenir. Et puis de penser pourquoi je fais revenir mes collaborateurs au bureau. Si c'est pour qu'ils se retrouvent derrière, dans un open space, derrière un bureau impersonnel, sans avoir des espaces où on peut aménager son travail en fonction de ses tâches, que ce soit des cabines téléphoniques, des salles de réunion pour organiser des réunions avec son équipe, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on pense la façon dont on rappelle les gens au bureau. Mais c'est vrai que la tendance, c'est effectivement retour au bureau. Édouard, comment vous voyez ce bureau qui doit se glamouriser? En tout cas, pour peut-être une petite Oui. précision par rapport à la première question, il y en a qui l'ont très bien vécu. Il Mmh. y a des personnes qui ont très, très bien vécu ce télétravail. Alors, ce sont des boîtes, qui plus importantes, des boîtes proches de la tech, puisqu'elles avaient déjà informatisé complètement leur bureau il y a une dizaine d'années. Et c'est surtout des fonctions back office. Ce sont des personnes qui sont plutôt dans l'analyse des dossiers. Ce sont des juristes, ce sont des fiscalistes, ce sont des patrons.
et des patronnes qui ont plutôt bien vécu tout ça. Ceux qui ont moins bien vécu cette période Covid, ce sont plutôt ce qu'on appelle les fonctions front office, ce sont les personnes qui étaient sur le terrain. Hein, c'est tous ces commerciaux, ces marketeers, ces hommes de stratégie qui étaient tout à fait perdus puisqu'ils n'avaient plus accès au terrain, puisque le terrain était fermé. Et pour revenir à votre dernière question sur comment évolue l'espace, c'est ça? Comment Mmh. évolue l'espace? Eh bien, Denis l'a dit, il faut qu'il soit tout simplement plus généreux qu'au bureau. Si on doit faire 1 heure de route ou 1 heure de métro le matin pour aller au bureau, et puis on arrive dans des bureaux sombres avec un café payant. J'ai encore vu des sociétés où le café est payant avec des pièces. Comment voulez-vous donner aux gens de venir bosser quand il faut payer son café au bureau? Donc c'est juste pas possible. On doit être meilleur sur tout. Comment ça va se matérialiser, ce meilleur surtout pour glamouriser ce bureau, et qui doit réunir, on va dire, ces travailleurs? Est-ce que c'est une question de lumière, de Ah oui, confort, non, ça c'est clair. même de, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait au bureau? Est-ce qu'on fait que travailler ou alors on fait autre chose au bureau? Ces fameux temps morts qu'on avait même voulu bannir, la machine à café qu'on avait ridiculisée, toutes ces activités-là de temps mort. Bah, en fait, on est passé d'un mètre carré à 1 mètre cube. Et aujourd'hui, on a un mètre augmenté. Je veux dire, si on est juste dans du mètre carré, autant rester chez soi. On vient au bureau pour ses collègues. On vient au bureau pour rencontrer son N+1, bien évidemment, mais aussi tous ces collaborateurs avec lesquels on échange plein d'informations. Est-ce que la compta a bien reçu ma facture? Est-ce que Denis, il est toujours bien en place dans la société? Est-ce que c'est lui qui va devenir mon N+1? C'est toutes ces informations non structurées qui sont croustillantes et qui nourrissent le bureau. Donc, moi, je crois qu'il faut aller au bureau sans rendez-vous. Il faut aller au bureau pour rencontrer ses collègues et tous ces rendez-vous, ben, ils se font sur Teams ou sur Zoom depuis la maison. Donc, il faut surtout aller au bureau. Je me souviens de mon ancien patron qui disait: «Moi, je circule dans le bureau et en tapant sur l'épaule de Pierre, de Jacques ou Paul, en le regardant dans les yeux, en donnant un petit coup de pouce sur l'épaule, ben, je solutionne 80% des problèmes qui étaient en gestation». Donc, se promener au bureau, c'est super important. Et même, il y a une question, on va dire, d'analyse du non-verbal, chose qu'on a complètement oubliée avec, l'avènement effectivement du Covid et même des masques. Quelque part, le fait de savoir, si son collègue va bien ou pas, ça passait par, le regard et par des gestes, par du non-verbal. Est-ce que, finalement, cette pause ou cette parenthèse nous amène à nous reposer la question de l'humain derrière le travailleur? Comment on peut motiver, on va dire, les managers, mais aussi les collègues à mieux prêter attention à cette part de non-verbal? Alors l'humain, c'est essentiel, hein, et je voudrais alors peut-être nuancer un peu Ouais. ce qu'a dit, Édouard sur les avantages du télétravail. Il y en a, c'est clair, mais on Mmh. voit aussi des inconvénients aujourd'hui. Hein, on voit de l'isolement des C'est pour collaborateurs. ça. Ils sont derrière leur écran, ils enchaînent des réunions, en Zoom ou en Teams, mais sans, voilà, sans interaction humaine. On constate que des collaborateurs qui font beaucoup de télétravail, bah, ne viennent plus au bureau, donc leur manager ne pense plus à eux. Donc quand il y a une promotion, c'est plus eux qui ont la promotion, c'est ceux qui venaient au bureau plus régulièrement. Donc on commence à voir, hein, ces inconvénients du télétravail en termes d'isolement, d'épuisement professionnel et d'impact négatif sur les carrières. Donc Mmh. c'est aussi pour ça, je pense, que les entreprises veulent ramener leurs collaborateurs au bureau. Et la deuxième chose, c'est aussi, moi je pense que c'est le péché originel, si je puis dire, du télétravail, c'est qu'il n'a pas été pensé de façon collective. Bon, pendant le Covid, clairement, on a On dû n'avait pas tous le choix. rester, voilà, on n'avait pas le choix, très bien. Mais quand la crise du Covid est terminée, les entreprises se sont pas dit: «Bah, le télétravail, effectivement, ça a des avantages, c'est très bien, mais on va le penser de façon collective pour augmenter la performance des équipes». Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est chaque collaborateur qui a dit, «Ah bah, moi, je viens pas le lundi parce que j'ai cours de yoga, ça m'arrange pas. Moi, je viens pas le mercredi parce que j'ai mes enfants à garder. Et puis le vendredi, ben non, moi, ça m'arrange pas parce que j'ai une résidence secondaire, donc je vais faire un long week-end à la campagne». Donc ça n'a été qu'une somme d'attentes individuelles avec laquelle l'entreprise a dû se confronter et faire avec, et non pas penser ce télétravail de façon collective. Donc je pense que c'est ça le problème, et qu'il faut aujourd'hui repenser ce télétravail du point de vue de l'entreprise et d'une façon collective, encore une fois, pour recréer du lien.
Parce que là, je partage complètement ce qu'a dit Édouard, hein. Le travail, c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu d'échange et rien de tel qu'une discussion de 5 minutes à la machine à café en demandant à votre collègue: «Bah, comment s'est passé ton week-end? Ah là là, j'ai fait ci, j'ai fait ça». Puis tout d'un coup, vous allez avoir une idée, vous allez vous dire: «Tiens, mais ça, c'est intéressant». Ou vous allez effectivement passer dans le bureau, d'une de vos collègues, lui parler 5 minutes et puis vous allez régler un problème que vous auriez mis peut-être, 2 jours à régler via des calls Teams, et cetera. Donc oui, la présence au bureau est essentielle, à la fois pour le bon fonctionnement des équipes, mais aussi pour la réalisation de soi, pour cette relation humaine qui est essentielle dans le monde du travail. Mais en fait, peut-être parce qu'on n'a jamais compris le travail des services. D'une certaine manière, toutes les fonctions de service, on a voulu les tailoriser, les optimiser, mettre, on va dire des séquencements et des suites d'activités. Et d'une certaine manière, on n'arrive pas à comprendre que c'est dans les temps morts qu'on va avoir une idée, être créatif, échanger avec quelqu'un. Est-ce qu'on arrive vraiment à comprendre? Est-ce que vous rencontrez des dirigeants qui arrivent à comprendre le travail de leur collectif? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette logique productiviste où, chaque minute de travail doit être rentabilisée. Or, souvent, c'est dans les creux, dans les interstices du travail que se créent soit des relations fortes entre les Mmh. individus, soit encore cette créativité. C'est là où les idées naissent, c'est en se frottant aux autres, à l'altérité des autres. Et donc, effectivement, oui, c'est essentiel. Alors, je pense qu'on est en train d'en prendre conscience. Encore une fois, parce qu'on a vu qu'avec le télétravail et travailler derrière notre ordinateur et notre écran, ça nous a rendus très productifs, c'est vrai. Les réunions, hop, on arrive à l'heure, on fait sa réunion, hop, et une demi-heure après ou une heure après, c'est terminé. Passe à une autre réunion. Donc on est très productif pendant ce temps-là, mais encore une fois, sans créer de lien social et sans créer ce qu'on appelle, hein, cette sérendipité qui est Mmh. le fait de, tiens, bah, d'avoir une idée, je trouve une solution à un problème auquel je n'avais même pas pensé. C'est ça la sérendipité et ça, c'est essentiel et ce n'est que sur le lieu de travail qu'on peut le réaliser. Édouard, comment on peut convaincre vraiment un dirigeant de s'occuper du collectif? Comment vous arrivez à convaincre, sur des lieux de travail de dire: «Ce n'est pas juste un prix de mètre carré ou de mètre cube, et qui répond à des standards de marché qu'on va benchmarker Mmh. entre tel ou tel opérateur, de service». Et comment on arrive à analyser, à l'aider à comprendre ce qui se passe, sur le collectif? Le dirigeant doit comprendre que son équipe, si elle veut être rentable, si elle veut être productive, elle doit être challengée. Son équipe doit être challengée, le patron lui-même doit se challenger de temps en temps, ses N-1 doivent se challenger, mais tout le monde sur le et quand on reste trop longtemps à la maison, quand on est 5 jours semaine à la maison ou 4 jours semaine parce que ça existe encore. Il faut Mmh. savoir que les 5 formats que je connais sur le terrain, c'est les gens qui restent 100 à la maison, 100 au travail, 2-3 jours au bureau, heu quand le patron est là, il y a des Mmh. gens qui viennent bosser uniquement quand ils voient dans l'agenda du patron qu'il a, ils viennent au bureau. On veut rigoler, mais ça existe Non, aussi. c'est vrai. Non, mais je rigole Mmh. parce que Bah oui, je vois quelques vous en voyez j'ai voilà, quelques-uns? quelques Voilà. exemples, en tête. Et le dernier exemple, et ça c'est un petit peu plus dans la tech et dans les startups, c'est ce qu'on appelle c'est une semaine de comment dire? C'est une semaine d'accélération. Oui, Donc ils c'est un viennent forfait. exact, ils viennent bosser une semaine, ils bossent comme des malades, ils mangent des pizzas jour, matin, midi, soir, ils boivent énormément de café, ils travaillent 14 heures par jour pendant une semaine et puis pouf, ils repartent 3 semaines chez eux, Mmh. pour développer. Donc ça, ce sont les 5 formats, mais le format, celui qui est le plus dangereux, c'est quand on reste à 100 à la maison, on n'est plus challengé et quand vous êtes entouré de votre famille, de vos enfants, de votre épouse, elle va pas être contraire, elle va pas dire: «Mais enfin, ce dossier-là, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, tu dérapes, tu vas dans le mauvais sens». Tandis que quand on va au bureau, ils ne vous doivent rien, vos collègues. Et donc, ils peuvent vous dire: «Enfin, ces lunettes-là, elles vous vont vraiment pas. Ces lunettes, elles vous vont pas. Ce dossier, je ne le comprends pas. C'est du chat GPT à 80. Arrête, tu vois, tu as même mis peut-être les petites mentions de chat GPT du bas. Enlève ça». Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bureau, vous êtes challengé. Et donc ça, c'est Carlo Ratti qui nous a gentiment et qui a participé au livre qu'on a écrit ensemble. Et donc, Carlo Ratti te dit, il y a des long ties et des short ties. Donc, le réseau rapproché ne vous challenge pas. Bien sûr. Le deuxième réseau, c'est celui-là qui vous challenge et qui vous fait sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est le gros avantage d'aller au bureau, c'est qu'on sort de sa zone de confort. Et effectivement, je me rappelle de la sortie du covid, on a eu un moment de flottement. En fait, les personnes n'avaient plus l'habitude de l'aspérité, comme si on n'avait plus l'habitude de rencontrer des personnes qui Contraire, n'étaient plus d'accord avec nous. «Comment ça? Moi, je suis d'accord avec moi-même, et puis l'algorithme me pousse que des personnes qui sont d'accord avec moi». exactement. Comment on arrive à effectivement,
même penser ces formes de conflits qui n'en sont pas, c'est des formes de malentendus, du quotidien, des désaccords, La qui vie, font partie du c'est la quotidien. vie, tout Voilà. simplement, la vraie vie. C'est la vraie vie. Des gens contraires avec lesquels on n'est pas d'accord politiquement, mais c'est formidable, ça enrichit le débat. Ça enrichit le débat. Et donc ces gens-là, on les rencontre pas dans son grenier, dans son salon, dans son petit bureau. Et donc retour au bureau. Gardons cette demi-journée de télétravail pour préparer la semaine qui suit. Le vendredi après-midi, moi je trouve ça parfait pour préparer la semaine suivante, pour envoyer ses factures, pour prendre un peu de recul, mais pas du 100%. Non, et parce que encore une fois, l'entreprise est un des derniers bastions du collectif dans notre Mmh. société. Notre société s'est individualisée de façon exponentielle ces dernières années. Le Covid a encore amplifié Mmh. cette tendance. Or, qu'est-ce qui reste comme collectif dans notre société? Tout ce qui est lié à la religion, il n'y a plus beaucoup de pratiquants, le syndicalisme est en rade, les grandes idées politiques ont tout échoué. Et en fait, il nous reste 2 grands collectifs aujourd'hui dans notre société. C'est d'une part l'école, mais là, on est avec des enfants évidemment, pas des adultes, et 2, le monde du travail et de l'entreprise. Et donc, pour lutter contre cette individualisation, il est essentiel, oui, de vraiment se focaliser sur l'entreprise, et l'entreprise a un rôle vraiment spécifique à jouer dans ce cadre-là, pour lutter contre cet individualisme. Et le télétravail, encore une fois, a poussé aussi cet individualisme. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de revenir en arrière. Je ne dis pas qu'il faut supprimer le télétravail. Je pense qu'il faut lui trouver sa juste place. Effectivement, peut-être une demi-journée, un jour, 2 jours maximum par semaine. Mais en tout cas, de revenir au bureau, c'est essentiel. Et puis, ça casse aussi cette division qui s'est créée entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas. Les cadres, les Voilà, ouvriers, il y a des exactement. Et certaines comme par voilà. hasard, c'est effectivement les cadres, l'école blanc qui, eux, peuvent télétravailler, qui sont quand même déjà des populations, on peut dire, un peu plus Privilégiés. avantagées, Mmh. privilégiées par rapport au col bleu. Donc ça crée une nouvelle tension dans Mmh. l'entreprise qui n'est pas bonne. Et puis pour terminer sur la polarisation des idées, cet individualisme, effectivement, fait qu'aujourd'hui, le faire société, le vivre ensemble n'est plus là, y compris dans le monde de l'entreprise, parce que chacun campe sur ses positions. On est passé d'un monde de raison à un monde de croyances et de vérité individuelle, hein, chacun sa vérité. Et bon, Monsieur Trump en est le pire exemple, si je puis dire. Donc effectivement, ce lien, il n'est plus là dans notre société. Et il faut vraiment réussir à rapprocher les gens dans la société et au bureau, parce qu'encore une fois, l'entreprise est un des derniers collectifs vivants de notre société. Je reviens sur la question de l'individualisme. Est-ce que l'entreprise n'est pas, aussi, on va dire, complice du fait, d'avoir nourri l'individualisme? Parce que, dans des écosystèmes où la compétitivité, est reine, la compétition, la promotion individuelle, on va dire l'employé du mois, t on construit, on va dire, une forme de théâtre de méritocratie et qui n'est pas toujours réel, mais qui iconise aussi une forme de travail, individuel, parce qu'on va considérer que c'est, lui qui est génial, donc c'est pour ça qu'il a été promu, alors que c'est un travail, d'équipe D'équipe. et qu'on va pas du tout, le mettre en avant. Est-ce que l'entreprise n'est pas aujourd'hui coincée, sur cette question d'individualisme? Si, elle est aussi allée trop loin et on a vu ça surtout dans les années, Mmh. 80-90, hein, où l'entreprise a voulu casser le collectif. Parce qu'à l'époque, le collectif était très revendicatif, il y Mmh. avait encore des syndicats puissants. Donc l'entreprise s'est dit: «Voilà, moi je vais diviser pour mieux régner, donc je vais individualiser la gestion des ressources humaines». Effectivement, je fixe des KPI individuels, je fais la promotion individuelle, je fais des formations à la carte selon les personnes. Donc effectivement, l'entreprise a joué ce jeu aussi. Et je pense qu'elle voit aujourd'hui un retour de bâton par rapport à cet individualisme forcelé. On est aujourd'hui dans ce culte de la performance individuelle, ce qui crée une charge mentale et de l'épuisement professionnel aussi, puisque l'individu ne peut plus compter sur un collectif pour s'appuyer quand il a des difficultés. Donc ça crée aussi des nouvelles tensions dans l'entreprise. Et donc c'est aussi pour ça que moi je suis convaincu que remettre du collectif dans le monde de l'entreprise fait partie de la solution. Et et puis, est-ce qu'on observe vraiment dans les lieux de travail, un travail, commun? Parce qu'on n'a pas l'habitude de dire on rend toujours un crédit, on va dire, des droits d'auteur. Martine a fait ça, Jean-Pierre, a répondu, de manière géniale. Enfin voilà, on va iconiser le travail plutôt, dans une ligne individuelle et puis on va dire c'est le bureau de machin ou le bureau, de machine. Est-ce que vraiment l'espace de travail peut par, une forme de design spécifique remettre, parce qu'on parle des espaces, communs, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des tendances qui peuvent remettre du collectif, parce qu'il y avait toute la question même de la mode des bulles individuelles.
on se met dans des bulles, Mmh. même pour réduire le bruit. Comment on peut repenser l'espace pour redonner du groupe toute sa place? Moi, ce que je vois, puisqu'en fait, comme je m'occupe d'une association de coworking avec 500 bâtiments, j'ai vu l'évolution ces 30 dernières années des bâtiments et des structures. Il y a une trentaine d'années, tout le monde rêvait d'être dans une tour de 150 étages. Aujourd'hui, peu de personnes rêvent d'être au 150e étage. Ils préfèrent être dans un bâtiment tout plat, tout écrasé, avec peu d'hiérarchie, transparent, où on a le patron qui est à l'entrée dans sa bulle en verre, mais on voit le patron. Et c'est pas quelqu'un à qui on n'a pas accès, qui est au 152e étage. On le voit à l'entrée de son L'étage des bâtiment. patrons. L'étage des patrons avec souvent un ascenseur privatif qui allait du 0 au 152 en une fois. Alors, ça existe encore et j'ai rien contre cela, mais en tout cas, la tendance, c'est d'avoir des bâtiments le plus plat possible qui correspondent à cette hiérarchie écrasée. Alors, est-ce D'accord. que c'est mieux ou moins bien? Denis pourra répondre, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs couches de middle management, hein, ces fonctions intermédiaires qui ont disparu, qui pour moi étaient essentielles. En tout cas, pour autant qu'elles livrent de la valeur ajoutée, elles étaient aussi un petit peu perdues. Cette fonction-là était un peu perdue pendant le Covid, parce qu'elle était entre le patron qui n'était pas toujours là et les équipes et les usines qui devaient fonctionner. Donc, en tout cas, ce que je vois au niveau de l'immobilier et des nouvelles, comment dirais-je, des nouvelles constructions, des bâtiments plus plats, plus en collaboration avec des zones de travail, avec des zones d'échange, des zones de concentration, des bibliothèques. Ça va dans le bon sens. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent toujours de façon individuelle? Bien sûr, il y en aura toujours. Moi, je travaille dans un coworking où il y a des Belges, bien évidemment, beaucoup de Français, des Italiens et quelques Russes aussi qui ont fui la Russie. J'ai jamais vu des personnes aussi focus et aussi, comment dirais-je, aussi concentrées pour gagner. J'étais étonné. Il n'y a pas qu'en Asie qu'on voit des jeunes enfants qui apprennent les mathématiques à 8 ans et qui veulent devenir les premiers de la classe. Il y a ça dans d'autres populations comme la Russie aussi. Ils veulent absolument gagner. De l'individualisme, il y en a encore. Du collectif, je trouve qu'il y en a un petit peu plus qu'avant. Bien, Ouais. plus qu'avant, comme quoi on peut être optimiste. Oui. Ouais. Et sur le bureau, c'est ce que je disais au début, le bureau aujourd'hui doit être mieux qu'à la maison. Et en fait, souvent, ce qu'on voit, mais Édouard peut me contredire si c'est pas le cas, c'est que les bureaux essaient de ressembler aussi à la maison, Oui. avec encore une fois des espaces différents selon les tâches qu'on a effectuées tout au long de la journée. Donc effectivement, ça peut être un canapé si je veux un peu me relaxer, ça peut être une salle fermée si je dois passer Dormir. un call, dormir éventuellement. Maintenant, il y a des salles de sieste, hein, parfois dans certaines entreprises. Mhm. Ça peut être effectivement La cuisine. une cuisine, très voilà, important. qui est très important parce que c'est l'endroit de convivialité. Et puis un bureau fermé parce que j'ai besoin de me concentrer. Et puis une grande salle de réunion parce qu'encore une fois, j'ai besoin de, moi, manager, de gérer mon équipe. Donc voilà. Et donc en fonction de la journée, le bureau en fait devient multiple et doit s'adapter en fonction des tâches à effectuer. Alors moi, j'ai découvert quelque chose aux États-Unis qui est arrivé, mais qui ne s'est pas vraiment aussi bien étendu que cela en Europe. C'est l'ouverture vers les liens sociaux. Aux États-Unis, il y avait des développements de bureaux qui étaient avec même des zones d'accueil pour enfants. Mhm. Comme ils ont des écoles qui finissent en milieu de journée, vers 15 heures. Voilà, exactement, Ouais. c'est compliqué pour les parents. Ils ont créé des espaces de coworking et moi j'avais été fascinée par le concept, avec une zone de réception d'enfants par âge, bien accueillis, avec du personnel formé et qui ouvrait d'une certaine manière l'écosystème. Donc les collègues pouvaient voir les enfants, il y avait même, enfin voilà, les parents qui regardaient leurs enfants pas loin, ils faisaient les activités et en même temps, il y avait une forme d'épanouissement professionnel surveillé dans un espace commun. Et effectivement, alors, moi, je l'ai observé à Atlanta juste avant le Covid. Le Covid a tout balayé à ce moment-là, mais je trouvais que c'était une idée incroyable de remettre le tiers-lieu comme étant lui au centre et les activités qu'on pouvait aménager tout autour. Mais ça, aujourd'hui, pour le moment, il y a une telle centralité du travail en Europe, il y a pas encore assez d'audace pour penser, même s'ils pensent des espaces hybrides avec l'accueil des personnes âgées, pour réduire les coûts de soins. Mais ça revient à la question de comment on recrée des collectifs selon des besoins et des attentes de plus en plus diversifiées pour des populations avec des situations personnelles multiples. J'ai suivi ça de près.
parce que forcément, avant le Covid, il y avait de plus en plus d'accueil d'enfants dans les Oui, grands groupes, parce qu'il faut savoir que ça coûte cher. oui. Donc il faut trouver un financement qui est semi-public, semi-privé. Est-ce que c'est un territoire privé? Qu'est-ce qui se passe s'il y a des accidents? Donc Oui. c'est une matière importante, un peu complexe quand même. Beaucoup de sociétés se sont lancées là-dessus parce qu'il y avait des aides fiscales aussi pour pouvoir créer ce genre d'accueil. Mais pendant le Covid, tout ça s'est mis à l'arrêt. Et puis, juste après le Covid, beaucoup de personnes ont travaillé de chez elles, Mmh. Et puis finalement, c'est pas pratique d'aller mettre son enfant à la Défense pour retourner en province et puis aller le chercher le soir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, beaucoup de projets de crèches se sont arrêtés et ont été déplacés. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces crèches maintenant ont été créées en province. Donc, les budgets ont été déplacés. Je parle pour la Belgique et pour Bruxelles. Donc, les budgets ont été déplacés pour pouvoir créer ces crèches en province. Et puis maintenant, si l'évolution du télétravail fait qu'il y a moins de télétravail et plus de retour au bureau, ben, peut-être que ces crèches vont redémarrer. 2 avis là-dessus. Parfois ça marche bien, parfois ça marche pas bien, parce que quand on voit les enfants jouer, eh bien, c'est parfois aussi une cause de distraction. Et donc il faut qu'il y ait un peu de transparence, mais pas trop de transparence non plus, parce que sinon on ne fait que regarder son petit bout. Donc il faut trouver le juste milieu comme toujours. Oui, et puis même, enfin les enfants aussi peuvent être distraits par leurs parents qui sont pas loin, donc Ouais. je comprends, oui. Ouais, mais c'est un vrai sujet intéressant parce que et j'en parlais la semaine dernière justement dans le cadre de l'APM avec des dirigeants d'entreprise et certains disaient: «Oui, aujourd'hui, effectivement, on nous demande de créer des crèches d'entreprise pour accueillir les enfants de nos collaborateurs». Il y a eu tout un débat en se disant: «Est-ce que Mmh. c'est le rôle de l'entreprise ou pas?» Mmh. Alors moi, je pense que oui, Mmh. aujourd'hui, parce que d'abord, il y a une carence, notamment en France, hein, on sait Mmh. que trouver des places en crèche, il en manque. 2, ça peut être une solution qui permet effectivement de garantir une certaine sécurité psychologique aux collaborateurs en disant: «Bah, ça va, mon enfant, il est là, il est à Mmh. côté. S'il y a un problème, s'il tombe malade, je peux m'en occuper tout de suite. Donc moi, je suis tranquille pour travailler et mon enfant, voilà, est bien gardé» entre guillemets. Donc je suis rassuré et je sais que ça va bien se passer. Donc moi, je pense que c'est aussi, important pour une entreprise aujourd'hui dans cette notion de recréer du collectif, peut-être de dépasser son rôle premier et de se dire: «Bah oui, je dois apporter des services en plus à mes collaborateurs si je veux, encore une fois, qu'ils soient bien au bureau». On a vu aussi beaucoup les conciergeries d'entreprises, Mmh. hein, qui se sont développées, où j'arrive le matin, j'ai une chemise à faire laver, bah, il y a je la donne à la conciergerie, puis elle va aller la déposer au pressing et je la récupère le soir. Donc tout ce qui peut faciliter la vie des collaborateurs, une fois qu'ils sont au bureau, moi je pense que c'est une bonne chose parce que ça crée du lien, de l'engagement dans l'entreprise, du bien-être quelque part et une sécurité psychologique. Moi, c'est plutôt des choses que je développerais et aussi parce qu'encore une fois, il y a une carence de l'État. Il y a certaines entreprises vont même jusqu'à proposer des logements à leurs collaborateurs. Alors, on connaît l'exemple notamment dans les stations de ski, hein, l'été, enfin l'hiver plutôt, pour loger Les saisonniers? les saisonniers, bah, les loyers sont très très chers. Donc, un saisonnier qui veut trouver tout seul un logement, il n'y arrive pas ou c'est pas rentable. Et donc, Mmh. effectivement, les restaurants ou je sais pas, les services de remontée mécanique ont créé des logements pour les saisonniers qui louent et c'est l'entreprise qui propose un logement. C'est marrant parce que ça nous rappelle étrangement ce capitalisme un peu paternaliste, certains diront, du 19e siècle ou des débuts du 20e siècle, mais qui avait comme objectif d'améliorer la vie des collaborateurs en leur proposant des logements, des restaurants d'entreprise, et cetera. Donc je trouve que c'est une façon intéressante de repenser le rôle de l'entreprise, jusqu'où ça doit aller. Et moi, je pense qu'il y a quand même une limite. On ne peut pas tout demander aux entreprises, mais un chef d'entreprise va se demander: «OK, je veux créer une crèche d'entreprise, je veux créer une conciergerie. Dans quelle mesure ça contribue à la pérennité de mon entreprise?» C'est ça la question à se poser. Est-ce que c'est bon finalement pour mon entreprise et pour sa viabilité à long terme? Si la réponse est oui, il faut y aller. C'est clair. Et puis il y a, quelque chose qui est venu de manière assez conjoncturelle, c'est l'inflation. La question du restant à vivre pour les salariés a quand même bousculé, certains services et certains avantages qui étaient, proposés, par les entreprises. Parce que le restant à vivre, s'est réduit, comme un peau de chagrin et puis finalement les besoins des salariés, eux, n'ont pas changé. Donc la question de la mutualisation des achats, pour réduire, les coûts, ça peut toujours être, intéressant, effectivement pour certains dirigeants. Mais comment on arrive à sortir du paradigme, de travailleurs, production, productivité, performance, basta et
et penser vers, cette question de la pérennité du lien, parce que ça me coûtera moins cher de faire, quelques services en plus plutôt que d'aller chercher pendant, 6 mois un nouveau talent. Comment tu arrives à convaincre, tout simplement? Comment tu arrives à convaincre ces dirigeants? Alors, je ferai une petite, nuance entre, par rapport à la taille des entreprises. C'est vrai Bien sûr. qu'aujourd'hui, on le voit, il y a une sorte de crise de confiance de la part des grandes entreprises, notamment internationales, celles qui sont cotées en bourse, et on voit bien qu'elles ont une logique, quasiment à 3 mois, c'est les résultats trimestriels qui comptent, donc il n'y a pas cette volonté de construire une relation plus durable avec les collaborateurs. Moi, je parle beaucoup à des chefs d'entreprises, de PME. La situation est un peu différente. Il y a encore cette notion de travailler sur du moyen, voire du long terme et d'entretenir, de nourrir la relation avec leurs collaborateurs. Donc, attention à pas faire un Bien sûr. tableau, voilà. Et 2, mais par contre, l'argument clé pour les convaincre, c'est de leur dire: «Mais si vous prenez soin de votre capital humain», et j'aime bien parler de capital humain, hein, parce que dans une entreprise, vous avez 2 types d'investisseurs. Vous avez les investisseurs, en argent, donc les actionnaires, mais vous avez aussi tous les collaborateurs qui investissent dans l'entreprise, investissent leur temps, leur énergie, leur Leurs relations. volonté, leurs relations. Et il faut prendre soin des 2 types d'investisseurs, c'est essentiel pour arriver à un bon équilibre. Donc moi, je dis aux chefs d'entreprise: «Prenez soin aussi de vos investisseurs en travail, vos collaborateurs, parce qu'ils vont aussi vous permettre de booster votre performance, en créant de l'engagement, de la confiance, de la motivation». Donc c'est pas, une vision humaniste des choses, c'est se dire qu'en investissant dans l'humain, vous allez aussi augmenter votre performance et les résultats de votre entreprise. Et Édouard, comment, vous arrivez toujours à avoir cette, logique, sur le long terme? Comment vous arrivez à convaincre? Parce que quand même choisir, investir, dans des locaux, c'est aussi une relation de marque qui va se rayonner dans un territoire, qui va rayonner dans un espace. Mmh. Comment on arrive à convaincre de bien, choisir et de vous choisir au final? Bah, les Heu, contrats ont changé. mmh, Quand moi j'ai démarré mon activité il y a longtemps, une trentaine d'années, les contrats c'était minimum 3 ans, 6 ans, 9 ans. Donc un bail c'était 3 ans, 6 ans, 9 ans et quand on avait une institution publique qui s'installait à un étage ou 2 étages, les contrats étaient de 18 ans, et parfois même 27 ans. Donc on n'en est plus là, sauf pour le public. Le public a encore des contrats longs. Aujourd'hui, on est sur des contrats courts, 3 ans au maximum. Certains vous négocient des contrats à 2 ans, mais en dessous de 2 3 ans, c'est pas vraiment rentable. Le temps que la société s'installe, demande de faire des transformations d'un demi-bâtiment, d'un quart de bâtiment, qu'on mette ça aux couleurs de leur enseigne. Il faut savoir que la marque Shell, que vous connaissez, s'est installée dans un espace de travail partagé. Ils ont demandé simplement que l'on repeigne un peu comme ici les murs en jaune plutôt qu'en bleu, parce que la marque Shell, c'est jaune. Mais à part ça, ils n'ont pas demandé beaucoup plus de voyez-vous, personnalisation. de personnalisation. Et pourtant, c'est quand même un grand groupe mondial. Et c'est vrai que la structure belge à Bruxelles est petite, elle fait contre une trentaine de personnes, mais ils n'ont pas demandé beaucoup plus. Donc aujourd'hui, on accueille des corpos dans nos espaces qui ne demandent pas de faire beaucoup, beaucoup de frais. Et donc, eux aussi, ce sont sur des contrats courts parce que même ces boîtes-là veulent être agiles, parce que le climat économique est compliqué, parce que les talents sont difficiles à trouver. Mais par contre, ce que je voyais par rapport à ce que vous disiez, le capital humain, comme on demande à ses collaborateurs maintenant de créer une page LinkedIn, de mettre sa photo au-dessus de la marque, hein, prenons Shell, et de parler comme ça de temps en temps, relayer la bonne information du CEO qui dit: «Voilà, nous avons investi dans telle et telle filière», ben, en échange, le patron ou la patronne est plus généreux vis-à-vis des collaborateurs. Et donc je vois que de plus en plus d'espaces de travail, des coworking ou des centres d'affaires, eh bien, il y a des espaces festifs qui sont donnés gratuitement aux collaborateurs en semaine ou en week-end. Vous voulez faire une petite fête, vous voulez faire une fête de famille, une fête de collaborateurs, ou fêter des bons résultats à un match de tennis, eh bien la société vous prête le bâtiment pour que vous puissiez inviter votre famille, vos collaborateurs. Donc c'est du win-win. Ah, c'est Quelque part, marrant. vous donnez un morceau de votre image sur LinkedIn et en échange, l'employeur vous donne son bâtiment le soir ou le week-end. Ça, je trouve ça sympa. Oui, et c'est comme si, finalement, on n'était plus sur un capital, ce qu'on disait, que physique, présentiel, Mhm. d'une location, même du temps, de manière, je fais mon 9 to 5 de 9 heures à 17 heures, mais plutôt, sur quelque chose qui est beaucoup plus, fluide, on dirait Ça, aujourd'hui, parce que c'est un mot qui est à la oui, mode, c'est vrai, mais c'est vrai. voilà, on est plus dans une relation d'aller-retour, plus, On n'est plus dans du
carrés, mètres cubes, on est sur ce mètre augmenté où finalement l'employé donne un morceau de son privé et Oui. l'employeur donne aussi un petit peu plus loin que juste une fiche de paie et une voiture. On sort un peu du transactionnel, Mmh. Oui, parce du qu'il y a ça dans contrat. les PME. Si vous allez dans les petites et moyennes entreprises, comme les petites et moyennes entreprises n'ont pas les moyens des CAC 40, ben le patron ou la patronne de la PME, ça va très loin. Il fait des incentives dans sa maison de vacances ou il fait des... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va manger avec son personnel régulièrement en journée ou en soirée. Donc, comme la PME va plus loin que le 9-5 heures, eh bien, la grande boîte qui veut garder ce genre de talent, eh bien, est obligée d'aller un petit peu plus loin que son Mmh. 9-17 heures. Et puis ça reste, un gros morceau du Ouais. tissu économique, hein, les Et comment? PME, les Absolument. voilà, Comment? ça reste, Mais c'est intéressant parce qu'on voit finalement que la vie s'invite dans le monde du bureau. Mmh mh. Effectivement, aujourd'hui, alors si vous parlez aux managers, ils en sont d'autant plus convaincus, c'est qu'aujourd'hui, on demande aussi aux managers de gérer les problèmes personnels, psychologiques des individus. Et donc, effectivement, la vie s'invite au bureau. Par contre, ce qu'on constate, c'est que, en revanche, les individus n'aiment plus tellement que le bureau vienne envahir leur vie privée. Il y a cette volonté Mmh. d'équilibre, vie privée, vie pro. Donc, de ce côté-là, il y a une sorte de frontière Mmh qui Ah, mh. s'est instaurée avec le droit à la déconnexion ouais. en disant voilà, non, non, moi ça y est, j'ai quitté mon bureau, je vais être tranquille, je vais être tranquille à la maison. Et là, il y a un retour, je pense que c'est aussi un peu les excès justement de la pandémie, du Covid, où tout ça s'est mélangé, hein. On n'avait plus de repères, on n'arrivait plus à déconnecter, il y avait plus de sas entre sa vie privée et sa vie professionnelle, parce on travaillait tous dans notre salle à manger ou dans notre chambre. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, il y a cette vie qui s'invite au bureau, mais l'individu, par contre, dit: «Non, stop, moi, je veux bien, travailler, mais quand je suis à la maison, c'est terminé». Et puis effectivement, comme on a beaucoup plus, parlé des questions, de santé mentale, il y a une forme de retour aux frontières. Et c'est intéressant, c'est une frontière qui s'ouvre et se ferme. Je dirais que ce n'est plus une muraille, mais c'est plutôt une porte Mmh mh. Voilà. qu'on ouvre et qu'on ferme, et effectivement et ce qui est intéressant, c'est aussi la question du numérique. On n'est plus un ambassadeur juste dans le monde, physique, mais on est aussi un ambassadeur, sur le monde numérique. Enfin, cet espace, que ce soit LinkedIn ou autre, on représente, la bannière de l'entreprise. Comment les dirigeants arrivent à, gérer selon vous cette frontière-là? Je sais que des entrepreneurs, ils donnent tout, on se comprend, même les auteurs, voilà, on a une capacité à, on va dire, à transpirer, à donner de soi parce que c'est notre, artisanat. On reste des artisans d'une certaine manière, mais finalement les salariés n'ont pas du tout la même, le même rapport à l'œuvre. Oui, encore une fois, n'oublions pas que ce sont aussi des investisseurs, donc ils sont aussi partie prenante quand même dans la Oui, vie de leur entreprise. Ils ont envie que leur entreprise se développe, qu'elle, fasse des résultats, mais ils parce que regardent les c'est résultats. voilà, tout à fait, bah, tout à fait, mais ce qui est logique. Mais comme l'investisseur regarde, ses résultats Exactement. financiers aussi, donc c'est très sain, hein. Mais je crois que, il y a pas de meilleur ambassadeur d'une entreprise que ses collaborateurs. Donc il y a aussi un jeu très intelligent de la part des chefs d'entreprise de se dire: «Ben, voilà, si mes collaborateurs sont heureux, contents, satisfaits de leurs conditions de travail et fiers de travailler pour mon entreprise, bah, ils vont porter cette bonne parole effectivement aussi sur les réseaux sociaux». Donc c'est une bonne chose, je pense, de mobiliser ses collaborateurs aussi pour, «vendre» entre guillemets ou faire la promotion de son entreprise. Mais il faut que ce soit sincère, authentique, et parce qu'il y a rien de pire qu'une crise, hein. Une réputation, on met des années à construire une réputation et en 2 minutes, cette réputation peut s'effondrer. Donc c'est aussi un jeu dangereux, donc il faut faire attention. Ça doit être basé sur de l'authenticité et une vraie relation, win-win, gagnante-gagnante. Les individus n'aiment plus tellement que le bureau vienne envahir leur vie privée. Il y a cette volonté Mmh. d'équilibre, vie privée, vie pro. Donc de ce côté-là, il y a une sorte de frontière Mmh qui Bah, mh. s'est instaurée avec le droit à la déconnexion. ouais. Et puis je vais revenir un dernier moment sur la question de l'écosystème ouvert parce que d'une certaine manière, on parle ouvert-fermé, des espaces de travail où il pourrait y avoir d'autres acteurs, comme on partage des bâtiments, on partage des bureaux, des locaux. Est-ce que vous observez des salariés qui font, qui se parlent entre eux, même en n'étant pas, de la même entreprise, en partageant un lieu? Est-ce qu'on est dans cette configuration-là, où finalement le travail va être créateur aussi de nouvelles relations dans un écosystème, dans un lieu de travail? Heureusement.
Heureusement, il y a différents types d'écosystèmes. Il y a les écosystèmes monoproduits ou monoservices, ce Mmh. qu'on appelle les hubs fintech, la Mmh. finance, les hubs mobility tech ou les hubs martech. On n'a que d'une famille de marketeers ou de gestionnaires de flotte de voitures. Mais même là, au sein, par exemple, d'un bâtiment mobility tech, vous avez une centaine d'acteurs dans la mobilité. Il y a ceux qui font les plateformes, ceux qui Oui. font les cartes, ceux qui font les points d'intérêt, ceux qui font les batteries, voyez-vous. Donc, même si c'est un bâtiment thématisé, il y a moyen d'échanger à la machine à café ou à midi sur une thématique particulière. Moi, je suis plutôt partisan comment dirais-je, des hubs multisecteurs, multiservices, parce que c'est encore plus riche, puisque ça vous permet de complètement vous évader et de parler médecine à midi, de parler juridique le lendemain, et ainsi de suite. Et donc, non seulement c'est intéressant, mais ça permet aussi de faire des allers-retours. Donc, ça permet, donc, par exemple, une personne qui vient de SFR et qui loue des bureaux, de peut-être tester pendant quelques mois un nouveau secteur et puis de retourner chez SFR. Avant, quand on quittait un corpo, c'était fini. On ne pouvait plus retourner chez ce corpo. Mais aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Quand on quitte un corpo et on le quitte pour quelques mois, quelques années, finalement, le corpo est très content de vous reprendre par après parce que vous vous êtes enrichi de différentes choses. Vous avez pris le risque de quitter le corpo, vous avez suivi des études ou vous avez testé un nouveau secteur et puis vous revenez de façon augmentée chez ce corpo. Donc finalement, ces espaces innovants de coworking et autres, c'est des bons endroits pour tester des choses. Oui, une forme d'incubation. Oui, oui, Ouais, absolument. ouais. Ouais. Mais je crois que c'est vraiment la richesse de ce qu'on appelle ces tiers-lieux ou ces Mmh. espaces de coworking, effectivement, hein. C'est la possibilité, voilà, d'être assis à côté de quelqu'un qui fait pas du tout le même métier que vous, qui n'est pas dans la même entreprise. Et on voit aussi se développer des échanges de services, Mmh. souvent en nature, en disant: «Tiens, bah, à côté de moi, j'ai quelqu'un qui crée des sites internet. Moi, j'ai ma petite entreprise que je suis en train de lancer, j'ai pas de site. Tiens, bah, je vais le solliciter pour qu'il m'aide à créer mon site internet. En contrepartie, bah, moi, je suis assez bon en comptabilité, donc je vais lui faire sa comptabilité». Voilà, alors qu'il y ait un échange en nature ou un échange monétaire, les 2 sont possibles. Mais moi, je vois que ces espaces de coworking, de tiers-lieux, essaient de créer aussi une communauté entre des gens qui, a priori, ne sont pas faits pour travailler ensemble. Et c'est aussi la richesse de ces endroits, hein. Il y a beaucoup d'animations qui sont faites, il y a des apéritifs, il y a éventuellement même des conférences qui sont organisées. On réunit tous les coworkers, alors qu'ils sont tous d'entreprises différentes et travaillent sur des projets différents. Mmh. Donc c'est Écoute, aussi une façon de recréer, là encore, du collectif, alors que chacun travaille dans son coin. tout à fait et c'est un très beau, mot de la fin sur le fait, que le travail qui occupe une centralité a besoin de liens, il a besoin de relations, il a besoin de regards, de gestes, d'imitations, de retrouvailles, d'apéritifs, pourquoi pas? Comme je dis souvent, une citation de Simone Weil, «Keeps the doctor away». J'ai retrouvé ça et je trouve ça c'est un peu mélancolique, je vous préviens. Mais je trouvais ça très touchant. C'est Simone Veil, qui était déjà douloureusement consciente, d'écrire, ses dernières lettres à ses parents et qui dit, dans ses œuvres, «Tu crois que j'ai quelque chose à donner. C'est mal formulé. Mais j'ai moi aussi une espèce de certitude intérieure croissante qui se trouve en moi, un dépôt d'or pur qui est à transmettre. Seulement l'expérience et l'observation de mes contemporains me persuadent de plus en plus qu'il n'y a personne pour le recevoir. C'est un bloc massif, ce qui s'ajoute fait bloc avec le reste. À mesure que le bloc croît, il devient plus compact. Je ne peux pas le distribuer par petits morceaux. Pour le recevoir, il faudrait faire un effort. Et un effort, c'est tellement fatigant. Certains sentent confusément la présence de quelque chose, mais il leur suffit d'émettre quelques épithètes élogieuses sur mon intelligence et leur conscience est tout à fait satisfaite. Après quoi, quand on m'écoute, on me lit, c'est avec la même intention hâtive qu'on accorde à tout, et en décidant intérieurement d'une manière définitive pour chaque petit bout d'idée à mesure qu'il apparaît. Je suis d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela, ceci est épatant, cela est complètement fou. On conclut, c'est très intéressant et on passe à autre chose. On n'est pas fatigué. Merci à vous. Merci. Mais alors, je pense que c'est un très bel exemple que le collectif crée de l'énergie. Et Exactement. l'énergie au travail, c'est essentiel, Mmh. donc à travailler. Exactement. On ne s'est pas fatigué et c'est très dommage. On a besoin de se fatiguer. Je suis contente de m'être fatiguée avec vous pour cet enregistrement. Je vous remercie. Au début du taf. Exactement. Et j'espère aussi que vous êtes fatigués avec nous et que vous allez continuer à vous fatiguer avec nous, car l'attention,
est une grâce. Merci à Simone Veil et merci à vous, messieurs, de pouvoir Merci. prendre ce temps pour analyser et partager votre expertise sur le monde du travail. Merci Merci à vous. pour cette À bientôt. discussion. À bientôt. Merci. Et puis, à vous, chers auditeurs, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube ou sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, ce que vous voulez. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sur À bout de taf. Merci et à très bientôt.